Que vous allez bien, nous sommes ravis de vous retrouver avec Philippe à la technique et bien sûr tous nos invités. Merci à tous pour votre fidélité. Vous pouvez nous suivre en Facebook, en FM ou en web radio sur internet idfm98.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau, de produits alimentaires végétaux, d'asthme et puis de solutions de téléphonie et d'hébergement de type cloud. Nous allons aussi bien sûr vous donner les infos du jour que commentent nos invités. Et pour cela, j'accueille tout de suite Mireille Besson. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur achat, supply chain et développement durable de Saint-Hubert, le producteur de margarine, desserts végétaux et crèmes végétales créé en 1904. À vos côtés, Marie-Lise Massé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du centre d'information sur l'eau. Avec vous, on va parler de l'eau et de à quoi sert un centre d'information sur l'eau. On va parler aussi, bien sûr, de prix. Ça nous intéresse tous. À vos côtés, Françoise Ichou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin biologiste, diplômé de l'Institut Pasteur. Vous êtes aussi responsable scientifique de l'association Gregory Parian Foundation. Et avec vous, on va parler de l'asthme. Tout comme à vos côtés, Marie-Pascale Schuller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste en pneumologie, en libéral et par téléconsultation. Et donc avec vous, on parlera bien sûr toujours de l'asthme, mais aussi de téléconsultation et de ce que cela apporte. Et puis enfin, bien sûr, notre start-up du jour. Bonjour. Bonjour. C'est Christophe Cresp qui est créateur en fait de start-up depuis 2003 déjà. Vous avez créé votre première entreprise avec Alexis de Gorianov et David Brett. Et en 2007, vous fondez C1 avec les mêmes associés, un service, comme je le disais en intro, de téléphonie, hébergeur cloud, bref, de solutions d'accès à Internet et d'hébergement. Alors, c'est plus une start-up, on peut dire que maintenant c'est une scale-up et vous allez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes maintenant vous embauchez 400 personnes, comment vous en êtes arrivé à ce stade et aussi vite, puisque je rappelle que vous avez été créé en 2007. Mais avant, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. Alors, première info du jour que nous avons choisie, c'est l'hommage à Niki Lauda, décédé à l'âge de 70 ans hier. Niki Lauda, c'était le courage absolu. On se souvient tous de l'ancien pilote autrichien, légende de la Formule 1 et rescapé d'un terrible accident de voiture en 2016. Sa Ferrari était brusquement partie dans le mur avant de prendre feu. Il était resté près d'1 minute dans le cockpit de son véhicule avant d'en être extrait par 3 concurrents, après être resté inconscient, bien sûr, dans cette voiture en flammes. Les images de son crash avaient choqué tout le monde dans le monde entier. Et 6 semaines plus tard, il était à nouveau au départ du Grand Prix d'Italie. C'est donc quand même une chose incroyable. Cette saison-là, il avait lutté pour le titre jusqu'à la dernière course avec le Britannique James Hunt, finalement couronné. Il avait aussi été champion du monde la saison précédente et aussi la saison suivante. Et on peut retrouver son épopée dans le film qui s'appelle Rush, qui est sorti en 2013. Après une pause de 3 ans entre 79 et 82, il a repris la compétition en 82. Il a remporté un ultime titre mondial en 84. En 2012, il était devenu président non exécutif de l'écurie Mercedes. Son accident lui avait laissé de graves lésions au visage. Les gaz toxiques qu'il avait alors inhalés avaient affaibli son organisme. Il avait subi 2 greffes de reins en 97 et 2005 et une transplantation pulmonaire en août 2018. Niki Lauda était aussi donc pilote de ligne. Il a créé 2 compagnies aériennes, pionnières du charter puis du low cost en 79 puis en 2004, qu'il avait toutes 2 revendues. Il était de la race des seigneurs. C'est un pan de notre histoire qui s'en va, a déclaré Alain Prost. Il y a des champions et des gens qui ont des palmarès, mais lui c'était un seigneur, a-t-il déclaré hier. Voilà, et il a dit également que c'est donc Niki Lauda qui lui a donné beaucoup de leçons de conduite. Alors on va passer la parole à Françoise Ichou. Vous êtes médecin et je pense que vous vous souvenez parfaitement de Niki Lauda. Tout à fait, j'avais 20 ans lorsque cette course mythique s'est déroulée en Allemagne et je me souviens parfaitement de ce jeune Alain Prost à ce moment-là qui l'avait poussé à se surpasser et tout ce que vous avez dit, ça s'est terminé par cet accident, mais je revois cet immense champion et le nombre de Coupes du Monde qu'il a remporté et voilà, je suis heureuse qu'on lui fasse un hommage aujourd'hui. Merci beaucoup Françoise Ichou. Christophe Cresp, quel souvenir vous en avez? Alors moi c'est plutôt des souvenirs
Pas en direct, parce que j'avais 2 ans à l'époque quand il y a eu son accident, mais par contre, pour moi qui suis un fan de Formule 1, évidemment, Niki Lauda, c'est une légende, une histoire, et surtout, c'est la continuité qu'il a eue après sa carrière de pilote au sein des écuries. Il a réussi à emmener beaucoup de pilotes au sommet, et notamment lorsqu'il a travaillé avec Mercedes, aujourd'hui, qui domine la Formule 1. Donc c'était un chef d'entreprise très... en plus d'être un pilote, un chef d'entreprise, un manager exceptionnel. C'est vrai, merci beaucoup de lui rendre hommage. Seconde info du jour, on a tous entendu quelqu'un de notre entourage dire 80% des lois françaises découleraient de l'Union européenne. Eh bien, selon une étude, seulement 20% des lois sont d'une origine européenne, sauf dans 3 domaines, l'agriculture, la pêche ou les transports. La part des lois françaises d'origine communautaire est forte et dépasse dans ces domaines-là parfois les 50%. En matière fiscale, c'est quasi nul puisque ce domaine est réservé aux États. Alors, Marie-Lise Massé, qu'en pensez-vous? Eh bien, je dirais que l'eau est grandement impactée par les lois européennes. Que ce soit pour les inondations, pour notre eau potable, pour toutes les eaux de consommation, pour l'environnement, pour les milieux aquatiques. On est sur des réglementations européennes, et ce qui est doublement intéressant, c'est que par exemple la directive cadre européenne qui a été prise maintenant il y a une vingtaine d'années, en fait elle s'inspirait énormément de l'expérience de la gestion en France de l'eau, puisque nous, depuis 1963, nous gérons notre eau par bassin hydrographique, et donc cette expérience de gérer l'eau au plus près de l'endroit où elle est a été reprise par les directives européennes sur l'eau. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'avec cette fameuse directive européenne sur l'eau, il y a eu une obligation pour tous les États membres à avoir une eau de bonne qualité, à les pousser ces États dans leur retranchement pour les obliger à avoir des milieux aquatiques, de travailler sur les milieux aquatiques et l'environnement pour avoir une eau de très bonne qualité. Ça prend du temps, c'est vrai, on n'a pas respecté les délais, c'est vrai, mais on continue, et je pense que cet aiguillon européen, pour notre environnement et pour l'eau notamment, est vraiment très, très intéressante. Et il ne faut pas oublier qu'on est toujours sous la vigilance européenne, quand par exemple on a trop de nitrates à certains endroits, ou trop de pesticides, il y a l'Europe qui veille énormément, et nous pouvons aller être face aux tribunaux européens, et nous devons répondre de ces pollutions et arranger les choses. Par exemple, ce qui s'est passé pour nous en France sur les eaux usées, nous avions des stations de dépollution qui n'étaient pas à la hauteur. Eh bien, l'Europe nous a poussé à améliorer ce système, et elle le fait pour tous les pays européens avec des obligations journalières, des amendes qui évidemment les poussent à travailler et à avancer. Donc finalement, c'est très sécurisant pour nous, le consommateur. Quel que soit le pays où on voyage en Europe, on peut être presque sûr d'avoir une eau de qualité. Tout à fait. Alors après, c'est quand même aux États à travailler et à mettre tout en œuvre pour le faire, mais ça aide effectivement énormément. Et grâce à vous, Marie-Lise Massé, alors on sait que c'est la bonne pratique française qui finalement prévaut sur toute l'Europe. Écoutez, au moins pour certaines choses, oui c'est vrai, on s'en est beaucoup inspiré. Cette gestion de l'eau qui était un modèle a été reprise absolument par tout le monde. Nous avons des agences de l'eau qui pilotent justement dans chaque bassin. Oui, on va en reparler dans quelques minutes, justement, avec vous tout à l'heure, puisque vous êtes notre spécialiste aujourd'hui, vu que vous travaillez au Centre d'information sur l'eau. Alors, Françoise Ichou, vous voulez commenter également? Moi, je voulais dire que l'Europe est incontournable dans le cadre du médicament. J'y ai travaillé pendant 27 ans, et je dirais que l'Agence européenne du médicament est une instance formidable qui évalue tous les nouveaux médicaments, et particulièrement les médicaments innovants. Et je dirais que dans l'asthme, ça bouge beaucoup, et qu'il y a des nouveaux médicaments qui sont en train de sortir, ce qui est extrêmement important, puisque ça bouge, particulièrement dans l'asthme sévère, qui est la forme d'asthme la plus grave. Et donc c'est quelque chose de formidable de voir qu'il y a des nouveaux médicaments et qui sont obligés de passer par cette fameuse agence qui s'appelle l'EMEA. Merci beaucoup, on en reparle dans quelques minutes aussi avec vous tout à l'heure. Mireille Besson, un commentaire également
sur l'Europe ou sur l'eau? Sur l'Europe, oui, parce qu'en fait, on se rend compte que dans beaucoup de domaines, notamment vous citiez les lois concernant l'agriculture, mais au-delà de ça, sur l'alimentation, l'Europe est effectivement leader, mais en aller-retour avec les États. C'est-à-dire que si on prend le cas des allégations autorisées sur les aliments, si on prend le cas également de Nutri-Score, de ces initiatives, finalement, il y en a beaucoup qui viennent de France en particulier, qui rebondissent en Europe, qui sont reprises ensuite à l'échelon européen. Donc c'est, comme vous le disiez, pas forcément que des lois européennes dans les États, mais en plus, les lois européennes viennent des États et des bonnes pratiques. Merci beaucoup Mireille Besson. Allez, on continue sur l'Europe. Vous savez bien que cette semaine, tous les jours, je vous parle d'Europe au niveau des infos, parce que dimanche, il faut aller voter, quel que soit ce que vous choisissez. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu ce dimanche. Alors, deuxième info sur l'Europe, on a aussi entendu les fonctionnaires de l'Union européenne coûtent trop cher. Eh bien, en 2018, sur un budget total de 160 milliards d'euros, 6,04% étaient consacrés aux frais administratifs de toutes les institutions européennes, soit 9,67 milliards d'euros. L'Union européenne a engagé plusieurs réformes pour réduire ses coûts, baisse du nombre de fonctionnaires de 5% entre 2013 et 2017, augmentation de la durée du travail à 40 heures, sans augmentation de salaire, report de l'âge de la retraite jusqu'à 66 ans ou encore recrutement de nouveaux fonctionnaires avec une baisse de salaire de 20 à 30% depuis 2004. L'Union européenne compte maintenant 56 000 fonctionnaires qui travaillent dans 50 institutions et agences. Ils sont majoritairement affectés à la Commission européenne avec 33 000 personnes, dont 22 000 ont le statut de fonctionnaire, les autres relevant d'autres statuts, donc des contractuels pour la plupart. Sur la question de la rémunération, l'échelle des traitements de base s'échelonne de 2 300 € par mois pour un fonctionnaire nouvellement recruté à 16 000 € par mois pour un fonctionnaire ayant le grade le plus élevé et accédant au plus haut poste de management. Si l'on en croit une grille des salaires au 1er juillet 2017, révélée par le syndicat de fonctionnaires européens U4 Unité, eh bien, les salaires contractuels démarrent à 2 000 € et ne dépassent pas les 7 100 €. Autre info sur l'Europe, on a entendu la mise en place de l'euro a-t-elle fait flamber les prix en France? Eh bien, pour beaucoup de Français, le passage de l'euro en 2002 a été l'occasion pour les commerçants d'augmenter sensiblement les prix. Effectivement, les prix ont augmenté, puis le passage à la monnaie unique, et notamment pour les produits fréquemment achetés comme le pain ou encore les consommations dans les cafés. C'est l'INSEE qui nous l'explique et qui a publié une étude sur ce sujet. Cependant, de 2002 à 2016, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4% en moyenne par an, cette inflation étant inférieure à celle des années précédentes, plus 2,1% en moyenne. Donc, alors pourquoi a-t-on le sentiment que la fameuse baguette de pain a vu son prix s'envoler? Eh bien, selon l'INSEE, c'est parce que on se souvient toujours du prix en francs et que l'on compare, alors que celui-ci ne représente plus grand-chose à l'heure actuelle. Alors, j'ai envie de demander à Christophe Cresp, pour vous, quel intérêt l'Europe? Alors, l'Europe, je dirais l'Europe au niveau économique, puisqu'aujourd'hui, sur le sujet de la monnaie, c'est important. C'est d'abord, la monnaie a permis d'avoir tous les pays qui puissent utiliser la même monnaie et l'euro. Surtout, si je me penche par exemple sur notre métier, on verra tout à l'heure, le business des télécoms, ça a permis aussi de faire une libéralisation très importante au niveau de l'Europe et aujourd'hui créer une concurrence saine et maîtrisée dans tous les pays dans lesquels on peut intervenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on oublie souvent que, alors on critique beaucoup, on parle de l'augmentation des prix, des choses comme ça, mais ça a surtout permis de créer de nouvelles concurrences, de nouvelles libertés, et à des entreprises comme les nôtres de pouvoir se créer dans des marchés où il y avait des opérateurs et des sociétés historiques qui ne bougeaient pas beaucoup, et grâce à l'euro, on a pu nous créer des sociétés qui peuvent aller très vite et proposer à leurs clients et leurs partenaires des solutions très innovantes. Voilà. Merci beaucoup Christophe Cresp. Effectivement, je pense que pour un entrepreneur, l'Europe, c'est important. Autre info du jour, avant-dernière info, c'est le conseil départemental du Val d'Oise qui recrute des médecins en PMI. Il organise sa 2e édition des apéros médecins. Ce sera demain, jeudi 23 mai, de 19 h à 21 h
à la PMI de Cormeilles en Parisis. Cette rencontre a pour objectif de présenter toutes les opportunités d'emploi offertes par la collectivité dans ce domaine. Voilà, vous saurez tout. Donc je vous rappelle l'adresse, PMI de Cormeilles en Parisis, 2 place Niepce, à Cormeilles en Parisis, dans le 95 bien sûr. Actuellement, dans le département du Val d'Oise, on compte 67 médecins au sein des PMI. Une dizaine de postes est à pourvoir. Donc, je rappelle que les PMI s'occupent des enfants âgés de 0 à 6 ans. Dernière info du jour, eh bien, c'est l'Alabama, une info internationale, qui a voté pour une interdiction quasi totale de l'IVG, même en cas de viol ou d'inceste. Le texte interdirait le recours à l'avortement et il punirait les médecins de prison s'ils le faisaient, des peines qui pourraient aller de 10 à 99 ans. Seule exception prévue lorsque le pronostic vital de la mère est engagé et que l'avortement est le dernier recours à sa survie. Ce sont les élus de l'Alabama aux États-Unis qui ont adopté ce texte mardi 14 mai à 25 voix contre 6. Mais voilà pourquoi je mets tout au conditionnel. Il manque la signature de Kay Ivey, la femme gouverneure de l'Alabama, pour que cette loi soit validée. L'État devrait avoir honte, a commenté la tête de liste démocrate Bobby Singleton, pour un texte qui ne prévoit aucun arrangement en cas de viol ou d'inceste. Une nouvelle législation qui pourrait entrer en vigueur d'ici 6 mois, malgré la volonté d'ores et déjà affichée des opposants de contester cette décision devant la justice américaine. Mais depuis plusieurs mois, plusieurs États à majorité républicaine font voter des textes réduisant drastiquement le droit à l'avortement. Leur objectif est bien inciter la Cour suprême des États-Unis, la plus haute instance judiciaire, je vous en ai déjà parlé dans une émission il y a quelques mois, à revoir ce droit à l'échelle constitutionnelle en vigueur depuis 1973. Je rappelle que l'Alabama est le 28e État des États-Unis à limiter l'IVG après cette loi de 1973 qui avait légalisé l'IVG. Alors j'ai beaucoup de femmes aujourd'hui, et notamment des femmes médecins. On va passer la parole à Marie-Pascale Schuller. Quel est votre avis sur les États-Unis finalement? Alors, je réagis d'abord en tant que médecin, où l'avortement c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Je rappelle qu'en 1976, quand Simone Veil a fait voter la loi autorisant l'avortement, enfin dépénalisant l'avortement, c'était pour elle, c'était pas sur une question morale, mais c'était sur une question humaine et médicale. Et elle signalait bien qu'elle avait vu des situations absolument dramatiques de femmes qui mouraient parce que de toute manière, elles avortaient. Donc on a beau l'interdire, ça restera quelque chose qui se fera. Ce ne seront plus les médecins qui le feront. Et ça ne sera plus fait dans des conditions sanitaires correctes. Donc les femmes le feront faire par des faiseuses d'anges. On rappelle que la dernière femme condamnée à mort, c'était 1945 pour avoir fait des avortements. Donc ce seront des femmes faiseuses d'anges qui vont revenir, qui vont réexercer leur talent entre guillemets, et ça mettra de toute manière les femmes en danger. Ça les mettra en danger physiquement, ça les mettra en danger économiquement, puisque ça veut dire qu'elles vont faire ça clandestinement, qu'il va y avoir du marché noir de l'avortement, donc des emprunts, donc de la soumission à d'autres pouvoirs que celui de se faire soigner correctement. Correctement, effectivement. Merci beaucoup de le rappeler. Voilà, c'était les infos du jour. Je vous propose tout de suite notre première pause musicale, hommage à Dorado Smith. Le voici. Là, vous pouvez, ça tient un peu, c'est lourd hein, le casque. Ouais. Ça fait mal aux Par oreilles. contre, j'ai un truc, c'est que j'ai un moment une oreille qui fonctionne, après les deux, la connexion, à mon avis. Alors, il y a des petits boutons là devant vous, il faut régler. En fait, il y a un côté qui marche pas, qui marche de manière alternative. Bon, je me suis adapté, vous inquiétez pas. Ah, c'est le casque qui est en panne. Okay. Bah, merci de nous le signaler parce que personne ne nous l'avait dit. Ah, ça marche bien, et puis après, ça et le 2, c'est pas le 2 qui fait que le 2 il marche? Non, c'est pareil. Aussi, il y en a 2 à changer alors. Ok, il faudra le dire à Francky. Ouais. C'est la connectique à mon avis, parce que quand on tripote un peu le fil. Ah d'accord. Ouais, mais de toute façon le fil à force de tirer dessus. En fait, vous n'êtes pas obligé de le mettre complètement. C'est surtout pour que vous puissiez vous entendre, que vous parlez bien dans le micro. Vous allez voir, dès qu'on s'éloigne, vous entendrez. Vous avez remarqué? J'ai remarqué. Vous voyez? Moi, c'est mon grand défaut, c'est comme je bouge. Bah voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que moi, je le mets de côté Une chaise qui bouge bien. pour pouvoir bouger. Voilà. Donc si vous pouvez, vous pouvez le mettre un peu de côté et comme ça, ça vous permet de bouger. D'accord. Faut pas être figé non plus, hein, vous inquiétez pas.
On va pas vous faire des remontrances. Bon, donc là, on fait une... Bon, on est même en avance, on a 10 minutes d'avance. Ah bah, formidable. D'habitude, je finis à 30. Donc là, 1 minute 30, pas plus, comme d'habitude. Philippe, hein, parce qu'il faut que nos invités aient le temps de dire tout ce qu'ils ont à dire. En tout cas, merci à vous tous d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Même si certains ont peur du micro. je comprends. Parce qu'au début, j'étais morte de peur, moi aussi. Ça se voit plus. Non, ça se voit plus, ça y est. Ça fait presque 2 ans et demi, ça va, là, maintenant, je commence à... Pourquoi vous avez fait ça pour le plaisir pour le... Non, j'ai fait ça parce qu'en fait, j'avais proposé une nouvelle stratégie à la radio, dont la création d'une émission qui mixe les élus et les entreprises et les institutions. Mais comme interviewer les élus, ça fait peur à tout le monde, et que l'économie, c'est beaucoup de boulot parce qu'il faut se tenir au courant de tout. Ils ont dit d'accord, mais fais-le. Non, ils m'ont pas dit d'accord, fais-le. C'est qu'après, j'ai dit, bon, ok, allez, pour rajeunir la radio, je m'en occupe. Merci. Donc voilà. La même chose pour ma com, vous avez absolument des photos. Mais ils ont bien raison. Hop, voilà. Tiens, d'ailleurs, rapprochez-vous un petit peu, Ouais. même tout à l'heure, et poussez le micro par là. Ok. Comme ça, je vous aurai mieux dans le champ de ma caméra. D'accord, ok, très bien. FM, ça tombe bien. Voilà, très bien. Bon, on va retourner, parce que là, après les photos, on y retourne. Merci. C'est bon, vous êtes prêts? Tous? On les fera après, vous inquiétez pas. On va refaire. Je suis à Florence. Bon, ok, allez, on y va. Ah non, attendez, on n'y va pas parce que j'ai coincé. Ça y est, je recommence à coincer. Ah, ça va pas du tout, ça. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ah non, merci. Non, ça va pas du tout. On y va. Attends. Ça va pas. J'ai accroché mon... Voilà. C'est pas la pêche. Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM. Vous avez vu une pause musicale tout en douceur ce matin pour cette très belle journée de ce mercredi. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Mireille Besson, directrice des achats supply chain et développement durable de la marque Saint-Hubert, qu'on connaît tous. On en parle dans quelques minutes. De Marie-Lise Massé, du Centre d'information sur l'eau, de Françoise Ichou, médecin microbiologiste, de Marie-Pascale Schuller, pneumologue, et de Christophe Krebs pour notre start-up C1. Alors Mireille Besson, c'est à vous que je passe la parole en premier. On va parler de Saint-Hubert, un producteur tout végétal créé en 1904. Mais c'était révolutionnaire à l'époque. Hein. Parlez-nous un peu de cette magnifique histoire d'entreprise. Alors, effectivement, Saint-Hubert, c'est une entreprise française qui est née en Lorraine, qui est toujours d'ailleurs en Lorraine, puisque notre usine se trouve à côté de Nancy, à Ludre. Et à l'origine, ce n'était pas une entreprise végétale, c'était une entreprise basée sur le bassin laitier. Et la caractéristique de Saint-Hubert, ça a toujours été l'innovation, ça a toujours été d'écouter les consommateurs et de créer des produits qui leur correspondaient et qui correspondaient à leurs besoins. C'est dans les années 80 que Saint-Hubert a sorti une innovation qui s'appelait Saint-Hubert 41, qu'on trouve encore dans les rayons, et qui était justement une alternative au beurre, qui est fait à base de lait, à base de crème, et qui permettait, en ayant un mélange avec des huiles, donc avec cette partie végétale, d'avoir un produit plus léger, d'avoir un produit moins riche en gras et meilleur pour le consommateur. Alors à l'époque, comment on faisait, parce qu'il n'y avait pas autant les laboratoires peut-être n'existaient pas de la même manière que maintenant, comment on faisait? On faisait goûter, on faisait des produits, on goûtait pour voir si c'était bon? Alors, d'abord, l'idée de la margarine, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est une idée française déjà. C'est une innovation qui date de 1869, qui a été le résultat d'un concours lancé par Napoléon III. Et Napoléon III cherchait quelqu'un capable de mettre au point une matière grasse qui se conserve mieux que le beurre, mais qui soit aussi bonne que le beurre. Et c'est comme ça qu'on a trouvé cette idée de travailler avec une margarine. Donc dans les années 80, chez Saint-Hubert, c'était pas un concours, mais c'était un peu une start-up, une idée qui est venue comme ça, qui a été proposée, et puis des personnes visionnaires qui ont saisi l'occasion et qui ont mis au point le produit.
Et donc, grâce à eux, on peut avoir de la margarine partout donc, dans le monde, puisqu'on a reproduit ensuite dans différents pays cette idée de pouvoir consommer de la margarine. Alors de la margarine, il y en avait dans d'autres pays. On a des habitudes de consommation, on parlait de l'Europe tout à l'heure, hein, qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Il y a des pays du Nord en particulier, l'Allemagne, la Scandinavie, la Pologne, sont des pays qui sont depuis très longtemps des consommateurs de margarine, alors que la France a une tradition plus beurrière. Ça, c'est certain. L'avantage de la margarine, c'est justement que ce soit un produit végétal et ce sont ses qualités nutritionnelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a justement dans la margarine? Vous avez dit il y a du beurre, de la crème, de l'huile. Quelle huile mettons? Alors, dans une margarine, il n'y a pas de beurre. En fait, Saint-Hubert est passé par une étape d'un produit qui était un mixte beurre et huile. Maintenant, nos produits sont essentiellement 100% végétaux et donc fabriqués à base d'huile. Et toute la magie de l'histoire, c'est de choisir les huiles qui ont des propriétés naturelles qui vont aider à faire un produit nutritionnel tout en ayant le même goût que le beurre. Donc nous, on travaille principalement avec de l'huile de colza qui est riche en oméga 3 et de l'huile de colza française hein, sur des filières tracées. D'accord, donc en fait, toute votre production est faite en France, vous l'avez dit, hein, vous êtes en Alsace. Et, en Lorraine. En Lorraine, pardon, je me suis trompée, désolée. Donc en Lorraine, et vous ne fabriquez pas que de la margarine, vous faites aussi des desserts végétaux et des crèmes. Alors, quelles sont les bases de ces produits-là? Alors, effectivement, cet ADN végétal hein, que Saint-Hubert a depuis 35 ans, on l'a étendu sur d'autres propositions pour donner à nos consommateurs la possibilité de trouver cette alternative aux produits laitiers, pas seulement grâce à la margarine, Saint-Hubert Oméga 3 ou Saint-Hubert Bio, qui sont des produits que nos consommateurs connaissent bien, mais également sur des desserts végétaux, donc on est à base de jus de soja, ou des alternatives à la crème fraîche avec une crème fraîche soja, une crème fraîche au lait de coco. Ça c'est très, très intéressant, notamment la crème fraîche au lait de coco, parce qu'on peut l'utiliser dans tous les plats, que ce soit sucré même ou salé. Donc, et puis finalement le goût, on ne sent pas, les gens ont peur qu'on sente le goût de coco, mais on ne sent pas tellement le goût de coco. Alors c'est un goût léger qui effectivement vous permet en cuisine, vous permet sur des fruits de retrouver des saveurs assez subtiles, assez agréables. Il faut l'essayer en fait, c'est le meilleur moyen. Exactement. Alors vous avez dit que vous n'utilisiez que des productions françaises pour fabriquer vos produits. On parle du problème des agriculteurs. Comment faites-vous pour que les agriculteurs vous réservent leur propre production? Alors, sur les matières premières qu'on trouve en France, hein, et notre première matière première c'est de l'huile de colza, on a travaillé avec une société familiale française dans le nord de la France pour que ensemble on construise cette filière. Donc la filière, le principe c'est travailler avec des agriculteurs, travailler avec les transformateurs, les stockeurs et suivre de A à Z jusque le fabricant, c'est-à-dire jusqu'à chez Saint-Hubert. Et évidemment, ça passe par des contrats cadres qui permettent à l'agriculteur d'avoir une garantie sur le fait qu'on va lui acheter sa production et sur le fait qu'il aura une marge suffisante pour valoriser en fait justement sa production française. Alors tout à l'heure, on parlait de l'Europe. Est-ce que dans ce domaine, il y a des contraintes pour vous? Oui, des contraintes, il y en a toujours, mais les contraintes, c'est ce qui fait avancer. Et justement, la caractéristique d'une société de la taille de Saint-Hubert, hein, de 110 personnes, une grosse PME, c'est de pouvoir profiter d'initiatives. En particulier, il y a une fédération en France qui est la fédération FEF, des petites et moyennes entreprises, qui s'est organisée pour réunir nos énergies et mettre en valeur nos avantages compétitifs. Donc ils ont développé avec une société extérieure qu'on connaît bien dans notre milieu, qui est EcoCert. C'est un gros organisme certificateur indépendant. Et ils ont développé un label, PM+, qui permet à des entreprises comme Saint-Hubert de mettre en avant justement son savoir-faire d'entreprise française, son ancrage territorial, ses filières agricoles. Alors Saint-Hubert, c'est une entreprise, comme je le disais, qui date de 1904. 131 millions d'euros, c'est votre chiffre d'affaires. Vous embauchez 200 collaborateurs travaillent pour vous, pour donc Saint-Hubert. Comment fabrique-t-on les produits? En combien de temps est-ce qu'on fabrique de la margarine ou bien une crème fraîche végétale ou des desserts végétaux?
Quel est le temps entre l'arrivée des produits, des matières premières et la sortie d'une boîte, par exemple, de margarine? Alors, une margarine, c'est un petit peu, c'est une émulsion, c'est un petit peu comme une mayonnaise. Donc, c'est une émulsion d'eau et d'huile. Et la durée de la fabrication est d'à peu près une journée. Ensuite, il y a une cristallisation, c'est-à-dire que la matière va durcir. Et là, il y a 48 heures supplémentaires pour que le produit refroidisse et devienne le produit tartinable que vous connaissez dans sa barquette. Et pour une crème fraîche, est-ce que c'est le même processus? Pour une crème fraîche, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a une fermentation. Donc ça reste à peu près 12 heures de plus pour obtenir le produit. Alors, qu'est-ce qu'on met dans tous ces produits pour pouvoir les garder plusieurs jours, donc nous, consommateurs, dans notre frigo? En fait, c'est la matière grasse qui permet de conserver le produit. Donc, il n'y a pas de conservateur dans Saint-Hubert Oméga 3 ou dans Saint-Hubert Bio ou non plus d'ailleurs dans les crèmes ou les desserts végétaux. Voilà, donc une bonne nouvelle pour nous, consommateurs. On peut consommer sans souci pour avoir une meilleure santé. On va passer la parole à Marie-Pascale Schuller qui... Oui, une question pour Saint-Hubert. Est-ce que vous avez vu votre clientèle se modifier avec le développement du mouvement vegan? Alors non, la clientèle de Saint-Hubert, c'est principalement des personnes de 50 ans et plus qui se retrouvent à un moment de leur vie obligées de faire attention à leur consommation. Et les alternatives végétales qu'on propose leur permettent de faire des choix qui leur apportent des produits qui restent aussi bons que ceux qu'ils pouvaient consommer avant, mais pas forcément avec les mêmes risques pour leur santé cardiovasculaire. C'est l'avantage du végétal. Les véganes, en fait, ça reste à peu près 5% de la population maximum. Après, il y a un mouvement plus puissant qui se développe, qu'on appelle le flexitarisme, qui correspond à un meilleur équilibre de toute son alimentation en réduisant la consommation de viande ou de produits issus de l'alimentation animale, mais sans complètement les abandonner, et donc en cherchant justement cette diversité végétale. Donc Saint-Hubert, c'est typiquement dans ce type d'approche. Les véganes, évidemment, peuvent consommer, mais toutes les personnes qui veulent rééquilibrer la part d'alimentation entre l'origine animale et l'origine végétale. Voilà. Et donc, du coup, vous avez un service, bien sûr, de recherche et développement. Quels sont les futurs produits? Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes sur lesquelles vous cherchez pour justement nous offrir d'autres possibilités de produits? Alors, ce qui est intéressant avec le monde végétal, c'est qu'il y a des alternatives pour les matières grasses et également beaucoup d'alternatives au niveau des protéines. Les protéines végétales, quand on varie en fait les apports et qu'on diversifie à travers que ce soit le soja, le pois, les févroles, enfin il y a beaucoup de graines qui permettent de diversifier. Donc en fait on découvre d'autres graines, c'est ça que vous voulez dire, qui ont des propriétés intéressantes pour nous, l'être humain. Et on découvre l'avantage de les mélanger, de les varier, oui. Donc on réfléchit à des produits qui pourraient demain apporter également des avantages en matière de protéines et de richesse protéinique végétale. Merci Mireille Besson. Alors Saint-Hubert vient d'obtenir le label PME+. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, ce que ça veut dire d'abord, c'est une grande fierté parce que ça fait plus de 10 ans qu'on a choisi de structurer notre démarche de développement durable, mais c'est difficile d'en parler, c'est difficile de le faire savoir. Donc, on a des initiatives pour le faire avec nos salariés. Là, par exemple, cette semaine, on met en avant une semaine du développement durable en faisant des petites communications et des prises de parole auprès des salariés. Mais pour le faire à l'extérieur, pour le faire connaître à nos clients distributeurs et à nos consommateurs, il faut des relais plus puissants. Et le label PME+, permet de rentrer dans une démarche qui est structurée, qui s'appuie sur la norme ISO 26000, qui est la norme mondiale reconnaissant les efforts en matière de développement durable, et qui est auditée par EcoCert, qui est un organisme indépendant. Et donc, quand on obtient ce label, on a une possibilité d'exprimer tous les efforts qu'on a faits et de les valoriser.
Effectivement, et puis c'est une très belle norme dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. Et puis Saint-Hubert, alors là, elle dépasse carrément l'égalité homme-femme, puisqu'il y a 60% de femmes chez Saint-Hubert. Oui, dans l'encadrement, il y a 60% de femmes. On a la parité également dans le comité de direction. Je le souligne parce que quelquefois, la parité ne va pas jusqu'en haut de la hiérarchie. Et on en est fiers parce que pour nous, c'est une réalité au quotidien depuis très longtemps. Et je pense que ça apporte beaucoup à l'entreprise, ce regard féminin et cette richesse différente. Alors vous avez réussi à diminuer par 2 votre consommation de gaz et d'électricité donc dans votre usine en Lorraine. Comment vous avez fait? Comment diminuer quand on cherche à produire toujours plus, hein, puisque c'est le but d'une entreprise? Comment on fait pour diminuer Alors, d'abord, je pense qu'il y a mettre une volonté forte, mettre des outils de mesure à travers des bilans carbone, hein, parce que ça permet de vérifier la réalité de ce qu'on met en place. Et en l'occurrence, on a remis à plat la totalité du process industriel. On a changé nos chaudières qui avaient presque 40 ans pour des chaudières beaucoup plus performantes, modernes. On a également mis en place des cumulus qui sont des récupérateurs d'énergie, puisqu'en fait, on produit de l'énergie pour chauffer nos huiles et notre eau. Et par ailleurs, on produit du froid, puisque ce sont des produits frais, les margarines. Donc en fait, il y a une déperdition d'énergie des deux côtés. Et avec nos équipes de maintenance, ils ont réussi à trouver un moyen de justement équilibrer ces consommations d'énergie et de récupérer de tous côtés pour qu'il y ait de moins en moins de pertes. Voilà, je rappelle que Saint-Hubert, c'est des produits comme Saint-Hubert Oméga 3, Saint-Hubert 41, Saint-Hubert Bio, Le Fleurier aussi, oui. Et Vallée, un autre produit qui ne porte pas, lui, le nom direct. Non, qui est la marque en Italie, puisque nous sommes présents en France et avec une filiale en Italie sur cette marque Vallée. Voilà, merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça, Mireille Besson. On va faire une toute petite pause musicale et on revient dans quelques secondes avec vous. Donc là, on n'a pas... Philippe, il faut qu'on speed. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Attends, je mets gossip. D'accord. Je mets gossip comme ça, il n'y a pas de texte. Je connais la margarine que je mange tous les matins. C'est formidable. Ah bah voilà. Un consommateur. J'ai pas 50 ans, mais j'en consomme depuis 20 ans. C'est pareil. Par contre, la crème fraîche, elle s'appelle comment? Moi, ça me dit rien. Saint-Hubert. Saint-Hubert coco, Saint-Hubert soja. On a du mal à la trouver. Je sais pas. C'est un produit qui existe que depuis 6 mois, donc il n'est pas encore très diffusé. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je me dis? Moi, ça m'intéresse. Ça, moi, j'utilise pas mal, un peu d'huile de coco. Quand je fais des poissons. Donc, non, vous avez déjà... Ou du beurre de... Oui. Moi, j'utilise pas de l'huile de coco, j'utilise le beurre de coco, carrément. En fait, c'est la même chose. On appelle ça beurre parce que c'est solide. Oui, mais voilà. C'est l'huile, ouais. J'adore. C'est génial, Gossip et Vicross. Bah oui. Ça va pas durer Avec Bastito. Ah, bon, je croyais que vous adoriez les produits Saint-Hubert, moi. Non, mais oui aussi. Lui, c'est sucre, lui. C'est pas Non, mais lui, c'est bec sucré. Non, parce que la margarine a la petite cuillère comme ça. Bah, on aurait acheté du pain frais vrai, avec c'est la vrai. meilleure baguette radie du Val d'Oise. Non, moi, je voulais goûter la crème fraîche. Ils sont dans le placard, s'il te plaît. Passe-moi les CD. Juste derrière toi. Bon, allez, fini de rigoler. On reprend dans quelques secondes. Est-ce que vous voulez dire autre chose, Mireille Besson? Excusez-moi, je vous perturbé peut-être là en intervenant comme ça, non? Non, ça va? Non, Ça va? Ouais, c'est pas mal. La suite, du coup? La suite, eh bien, c'est nos médecins. On va parler d'asthme et de pneumologie, oui. Ah non, on avait dit l'eau d'abord. Donc ils vont nous expliquer que le beurre, il faut le réduire. Du coup. Sur la nutrition. Pas trop de beurre. Philippe, Non, mais c'est les après, attends, Philippe, on fera après entre les deux, on fera des jingles. Hein. Ok. Allez, on repart.
C'est passé la journée de l'asthme? Non. Attention. Oui. Non. Oui, Nous, le 7 mai. non, nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mireille Besson, directeur achat, supply chain et développement durable de Saint-Hubert, la marque que l'on trouve dans toutes nos grandes surfaces, de Marie-Lise Massé, centre de l'information sur l'eau, de Françoise Ichou, médecin microbiologiste, de Marie-Pascale Schuller, médecin spécialiste en pneumologie, et de Christophe Crespe, créateur de Siwan. Alors, on va tout de suite passer la parole à Marie-Lise Massé pour parler des bienfaits de l'eau et de l'eau. En fait, vous travaillez au centre d'information de l'eau. Alors déjà, pourquoi un centre d'information sur l'eau? Qu'est-ce qu'on fait dans ce centre? Alors, le Centre d'information sur l'eau, c'est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années maintenant, à l'initiative justement des entreprises de l'eau. Les fleurons donc français qui gèrent l'eau pour des communes et qui la traitent et qui la dépolluent une fois utilisée également. L'intérêt de ce centre, c'était justement de pouvoir proposer des outils, et notamment un baromètre d'opinion des Français. Donc on a une historique maintenant d'une vingtaine d'années, et qui permet aux acteurs locaux et aux acteurs nationaux de benchmarker un peu la gestion de l'eau. Ça, c'est la première chose. Donc on peut tous vous contacter pour commenter si on a envie exactement, et puis nos problèmes d'eau au robinet au quotidien. On le fait tous les jours, des questions nous sont posées. Nous sommes aussi un observatoire des comportements des consommateurs. On regarde en fait comment évolue la perception des Français, et donc cette connaissance du comportement, ça nous permet aussi d'aller devant les acteurs de l'eau et de leur dire voilà, là il y a des efforts à faire, là l'information passe pas bien, voilà ce qu'attendent les gens de leur service d'eau. Et puis bien évidemment, nous informons, nous informons les professionnels du secteur, mais nous informons aussi le monde de l'éducation, le monde des enseignants, le grand public, les médias, et également les professionnels de la santé. Voilà, parce qu'il y a quand même un déficit sur l'information sur l'eau. On s'aperçoit que beaucoup de gens ont des a priori, et donc il y a beaucoup de travail à faire pour dire le vrai, d'être au plus près du vrai, et de donner une information. Alors quels sont les a priori sur l'eau, à votre avis? Les a priori, déjà, c'est d'avoir du mal à percevoir le circuit industriel de l'eau. Beaucoup de personnes confondent le circuit. Ça veut dire que beaucoup de personnes pensent encore que nos eaux usées, elles vont repasser dans un genre de machine à laver et hop, on va la reboire. Alors, si on avait le temps, on pourrait dire que c'est effectivement possible technologiquement, mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est que c'est deux circuits bien différents. Et c'est très important parce que ça peut être une prévention justement contre l'eau du robinet. D'avoir cette croyance, on peut avoir peur de se servir de l'eau du robinet. Il y a aussi cet a priori, et puis peut-être que j'en arrêterai là sur les a priori, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'on trouve de l'eau potable dans le milieu naturel, que nos ressources en eau sont des eaux potables. Or, bien évidemment, à de très rares exceptions, on ne peut pas boire cette eau sans courir un risque plus ou moins important pour sa santé. Et je pense notamment à un risque microbiologique, c'est donc un risque immédiat pour les personnes. Voilà, et donc il faut leur expliquer que pour pouvoir utiliser de l'eau sans risque, il faut la traiter. Voilà, et donc l'eau qu'on a à notre robinet ou dans les fontaines potables de nos villes, eh bien c'est une eau qui est justement traitée. Alors on va parler du traitement de l'eau et du prix, si vous voulez bien, Marie-Lise Massé, parce que on voit que le prix n'est pas du tout similaire dans les départements de France. En fait, chacun a son prix de l'eau. Pourquoi? Tout à fait. C'est même d'une ville à l'autre. Alors je dirais qu'il y a un principe en France, c'est que l'eau paie l'eau. C'est-à-dire que vous avez une commune, elle est chargée, elle est responsable de gérer l'eau depuis 200-300 ans. C'est son rôle. Elle doit vous fournir de l'eau. Donc elle va aller à un endroit très proche pour puiser l'eau, la traiter et après dépolluer les eaux usées. Et donc, il semble normal que toutes les dépenses qui ont été faites pour arriver à ça soient partagées par une population.
Voilà, ça c'est déjà la base. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un deuxième principe qui est pollueur-payeur. C'est-à-dire que tous, autant que nous sommes, à notre petite échelle ou grande échelle, nous polluons l'eau d'une manière ou d'une autre. Quand nous mettons nos gels douche le matin, quand nous nous en servons, et bien ensuite il faut dépolluer parce qu'il est hors de question de rejeter ces pollutions de savon, de produits d'entretien dans la nature telle qu'elle. D'accord ? Et donc, ça demande aussi à être payé. Alors, c'est vrai que après, c'est compliqué puisque on dit tous que les plus grandes pollutions viennent des agriculteurs et des industriels et que nous, particuliers, nous polluons moins, mais il se trouve qu'actuellement, c'est vrai que c'est nous qui payons une grande part de cette pollution et qu'il va falloir sans doute infléchir ce mouvement. En tout cas, pour le prix, oui, il est différent. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Alors, je vous donne des exemples. Quand vous êtes dans un endroit où il y a des canalisations importantes parce que votre population est répartie de manière diffuse sur un territoire, eh bien, il faut plus de canalisation, donc des coûts supplémentaires. Vous avez des ressources. Si vous avez une ressource souterraine, elle est moins polluée. Donc, vous aurez moins à la dépolluer. Donc, vous aurez moins de traitement et donc, ça vous coûtera moins cher. En revanche, si on va chercher l'eau potable à partir d'une ressource de surface, c'est-à-dire dans un lac, une rivière, un fleuve, voilà. Eh bien, vous êtes dans une ville touristique, par exemple. Eh bien, il va falloir faire des infrastructures qui vont servir l'été ou l'hiver, ça dépend si vous êtes mer ou montagne, à traiter l'eau pour plus de personnes. Donc, si vous êtes 5 000 l'hiver, mais que vous êtes 15 000 ou 20 000 l'été, il faut des choses différentes. Ça aussi, ça coûte cher. Vous êtes dans un lieu qui est très sensible. Je pense notamment dans les embouchures de mer où vous faites, par exemple, de la conchyliculture. Il est hors de question que vos eaux usées aillent polluer les coquillages, qui sont une production économique et un enjeu économique pour votre région. Donc, on va tout faire pour dépolluer plus. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles les prix peuvent être différents. Alors, c'est quelque chose peut-être qui peut être remis en question, hein. On peut débattre, on peut voir les choses différemment. Actuellement, c'est vrai qu'il y a un certain lissage qui commence. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, on le voit bien, il y a un mouvement, on passe de communes isolées à des agglomérations, à des communes nouvelles, etc. Oui, donc ça, métropole, donc voilà, on s'agrandit en fait. Donc là, on s'agrandit et on va arriver justement à une mutualisation des coûts. Et donc, on va être sur des plus grands territoires, sans doute, qui vont avoir le même coût. Et puis après, il y a l'abonnement, parce qu'on paye aussi un abonnement en plus du prix de l'eau. Donc là aussi, c'est très différent selon les sociétés. Oui, ça peut être différent. Alors, il y a quand même pas mal d'abonnements qui ont disparu. C'est vrai que cet abonnement, il sert à prendre les frais fixes, hein, c'est-à-dire la pose du compteur, l'abonnement au compteur, voilà, la pose des tuyaux, des choses comme ça, toute la mécanique qui va... Et c'est vrai que donc il y a une réflexion qui se fait, des fois, ces abonnements sont plus ou moins onéreux. Et c'est vrai que ce qui crispe les consommateurs, c'est que, par exemple, quand ils ont une petite consommation, une personne seule, par exemple, qui est très peu chez elle, des fois, elle se voit avec un abonnement de compteur qui sera très plus cher que sa consommation. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué pour elle à comprendre, mais il faut qu'elle sache que, voilà, il y a des frais fixes qui rentrent dans ce... Est-ce que les sociétés vont peut-être lisser aussi un petit peu le prix de l'abonnement sur toute la France? Est-ce que là-dessus, il y a une réflexion en cours? Il y a des réflexions actuellement, hein, des réflexions aussi de prix solidaires, de prix à l'utilisation, c'est-à-dire en disant les premiers mètres cubes seraient gratuits, puis petit à petit on montrait les prix. Voilà. On est actuellement dans un débat, et d'ailleurs il y a les assises de l'eau qui ont été lancées il y a 2 ans maintenant et qui travaillent notamment à ce sujet autour du prix
cycle de l'eau. Marie-Lise Massé, donc je rappelle que vous travaillez au Centre d'information sur l'eau. L'eau, un bien si précieux pour notre vie de tous les jours, et on a la chance en France d'avoir une eau quand même de très belle qualité, on peut le dire, et notamment dans notre région d'Île-de-France avec cette usine proche d'Enghien-les-Bains qui fait de la nanofiltration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est ce procédé? Ah oui, vous avez beaucoup de chance à Enghien et dans la région parce que vous passez par une unité de production d'eau potable qui est à Méry-sur-Oise. Et c'est très particulier parce qu'en fait, l'eau potable vient d'une des rivières les plus fragiles de France, qui est l'Oise, qui malheureusement, on a du mal à éliminer les matières organiques. On sait aussi qu'il y a beaucoup de pollution industrielle et agricole. Donc une eau très fragile, et donc il a fallu que cette usine emploie des technologies hyper poussées. Alors il y a de l'ozonation qui permet de moins utiliser de chlore, mais il y a également ce qu'on appelle la nanofiltration, qui en fait passer dans des fibres creuses, mais ce n'est absolument pas visible à l'œil, puisque elles sont... Des micro-parties. C'est des milliardièmes de mètres, si on veut voir leur circonférence. Et donc, ça filtre complètement, ça filtre l'eau. Voilà. C'est une façon naturelle. Et il faut peut-être aussi dire, parce que ça, là aussi, c'est un a priori, beaucoup de gens disent, comme ça, l'eau passe dans des usines de potabilisation, ça veut dire qu'on emploie des masses de produits chimiques, ce qui n'est pas vrai. C'est la plupart du temps, traiter l'eau, c'est du physico-chimique. Voilà. Le produit qui est aussi employé pour dépolluer l'eau, notamment à Méry-sur-Oise, c'est le charbon actif. Voilà. On fait passer l'eau aussi sur ça, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, vous avez la chance d'avoir une des plus belles usines, je pense, au monde, qui a été obligée de développer des technologies pour répondre à la difficulté première, et vous arrivez à une eau qui est d'une extrême qualité, à Enghien notamment. À Enghien notamment, grâce à cette nanofiltration. Est-ce qu'on arrive à vendre nos technologies? Justement, vous parliez des bienfaits de notre système français sur l'ensemble des pays européens. Est-ce qu'on arrive à vendre nos technologies aux autres pays? Oui, on a la chance d'avoir des belles entreprises. Il y en a qui sont installées depuis le 19e siècle, donc petit à petit, elles ont évolué. Elles sont très attendues à l'étranger, et justement, ce qu'on installe en France, c'est des vitrines aussi qui permettent que cette technologie soit exportée. Alors il y a des technologies qu'on n'emploie pas en France et qu'elles sont capables de faire. Je pense notamment à la désalinisation, qui est très importante et qui est exportée dans des pays, notamment du Moyen-Orient, qui en ont vraiment besoin. Voilà, il y a ça. Il y a petit à petit ce qu'on appelle la décarbonatation qui s'installe, c'est-à-dire enlever le calcaire, puisque les médecins qui sont là savent que le calcaire c'est bon pour la santé, mais pour nos cafetières c'est nettement moins bien. Donc, voilà, on veut traiter. C'est vrai qu'il y a des eaux plus ou moins calcaires selon les régions de France. Tout à fait. Et vous d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous bénéficiez aussi de cette décarbonatation pour vous donner une eau plus douce. Voilà. Donc voilà, il y a plein de technologies. On en arrive maintenant à des nouvelles technologies. Tout à l'heure, on l'a abordé rapidement, qui était j'ai une eau usée qui est maintenant, qui n'est plus une matière grise et qu'il faut un déchet, mais de plus en plus, on sait qu'il va falloir la valoriser parce qu'on va manquer d'eau avec les changements climatiques, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la filtrer, on va l'assainir, et petit à petit, eh bien, on va la réutiliser. Alors ça existe déjà, par exemple, à Singapour. On a quelque chose de très complexe qui permet de boire de l'eau potable qui vient de nos eaux usées, après tout un circuit. On y arrivera aussi sans doute en France un jour, il faut nous y habituer, mais déjà on voit bien que les eaux usées sont assainies pour nettoyer nos voiries, pour arroser les golfs. Oui, dans certaines villes, dans toutes certaines villes qui se créent, maintenant on oblige à la double canalisation, une canalisation pour les eaux usées et une canalisation pour l'eau de ville. Ah oui, tout à fait, et ça a toujours existé de toute façon de manière sanitaire, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, les eaux usées, on va pouvoir les récupérer, c'est grâce à des technologies qui ont été créées et qui se mettent en place petit à petit. Alors au niveau de la France, comment est-on équilibré au niveau de ces techniques d'eau? Est-ce qu'il y a des régions encore qui ont encore un petit peu de progrès à faire?
Bien sûr, on a encore des progrès à faire, notamment, je dirais, dans les petites communes. Bien évidemment, quand vous êtes des petites communes de 200-500 habitants, vous avez moins de moyens pour avoir une eau de bonne qualité. Donc, il y a encore du travail à faire. Il y a aussi du travail à faire parce que malheureusement, par exemple, la chloration qui pourrait éviter pas mal de problèmes microbiaux, et ben, dans des petites communes toutes petites où les gens sont persuadés que leur eau qui vient de la montagne est très bonne, ne veulent pas chlorer. Et un jour, on a quelques petits problèmes. Voilà, ça existe. Donc, il y a... Voilà, et puis il faut rénover. Actuellement, d'ailleurs, les assises de l'eau, toujours, ont bien vu qu'en France, nous avons des canalisations vieillissantes, hein, puisque maintenant, elles commencent à avoir été posées il y a 60, 80 ans, 100 ans, ça dépend des endroits, et que donc, elles vieillissent, elles perdent leur eau. Nous perdons de l'eau tous les jours en France. En Gain, ce n'est pas le cas. Vous avez la chance d'avoir les moyens de rénover tout ça. Mais quand vous n'avez pas les moyens, vous avez de la casse, vous perdez de l'eau, et ça, c'est plus possible dans la perspective du changement climatique. Donc, bien sûr. Voilà, si oui, sur la qualité, on est arrivé à peu près être bien, hein, globalement, on a encore un peu de travail à faire sur toutes ces infrastructures. À rénover, bien sûr. Travailler encore sur les eaux usées pour renvoyer le moins possible de pollution dans nos milieux naturels. Voilà, puis après, trouver les moyens justement de combattre le changement climatique. Alors donc on a bien compris avec vous aujourd'hui, Marie-Lise Massé, que l'avenir de l'eau, finalement, c'est toutes les technologies qui vont se développer autour de la récupération des eaux usées pour pouvoir la réutiliser à d'autres effets peut-être, en tout cas pour valoriser toutes les gouttes d'eau finalement. Je pense qu'on va vers ça, et ce qui est intéressant aussi, je vous disais qu'on regardait un peu comment réagissaient les consommateurs à ça. Eh bien étonnamment, on leur pose la question, étonnamment, ils sont ouverts à cette solution. Donc, et on n'en parle pas assez de ça, non, de la valorisation de l'eau. C'est un peu compliqué peut-être à saisir, hein. Et ce qu'il va falloir maintenant, alors on parlait de l'Europe tout à l'heure, voilà, on attend que le feu vert aussi européen, parce que l'Europe veut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de risque sanitaire en utilisant des eaux usées. Donc actuellement, il y a des règlements qui vont se mettre en place. Et dès qu'il y aura un feu vert, on pourra beaucoup plus largement utiliser ces eaux usées. En tout cas, on peut tous se saisir de votre centre d'information, puisqu'il existe maintenant depuis 20 ans pratiquement, oui. Et on peut tous vous contacter si on veut avoir des informations ou si on veut vous faire part d'un problème de l'eau qui coule à son robinet. Alors comment on fait pour vous contacter? Eh bien écoutez, le mieux c'est peut-être d'aller sur notre site www.cieau.com, parce qu'il y a une boîte d'échange, hein. Voilà, donc on peut déjà aller là, et si ça se trouve d'ailleurs, on trouve la réponse directement sur toutes nos... Sur le site internet, c'est cieau.com. Merci beaucoup pour toute cette présentation de notre eau qui est si précieuse et auquel on ne fait pas toujours, bien sûr, attention. Il ne faut pas la consommer à tort et à travers, comme vous avez dit, chaque goutte est à conserver, et on a aussi du travail dans nos réseaux, donc là, en sous-sol, pour rénover toute notre installation, oui. Et ça c'est valable pour toute la France. Et puis là, un dernier petit mot, on arrive aux périodes qui normalement devraient être chaudes, on l'espère du moins, et donc on va arriver à des problèmes de sécheresse, hein, on le voit, cet hiver ça n'a pas arrêté dans le nord, dans l'est, etc. Donc voilà, il va falloir être solidaire là et utiliser l'eau le mieux que l'on pourra et à bon escient. Merci beaucoup pour cette présentation aujourd'hui. On fait une petite pause jingle. J'attendais son que tu me le dises. Ça la fout mal. Ah. C'est pas grave. Oh, nous voici donc de retour. Nous continuons notre barre de l'économie et tout de suite nous changeons de sujet. On passe au côté médical, puisque j'ai la chance d'avoir à mes côtés Françoise Ichou, médecin microbiologiste, et Marie-Pascale Schuller, médecin spécialisé en pneumologie. Et on va parler de l'asthme, car le 7 mai, c'était la journée de l'asthme. Françoise Ichou, vous êtes responsable scientifique de l'association Grégory Pariente, et expliquez-nous pourquoi ce combat sur l'asthme. Ce combat pour l'asthme parce qu'un petit garçon, Grégory Pariente, est décédé à l'âge de 14 ans d'une crise d'asthme aiguë grave, foudroyante, en quelques minutes,
et il n'a pas été possible de le récupérer. Il n'est pas arrivé vivant aux urgences. Et à la suite de ce décès, mon frère, Pierre Pariante, a monté cette fondation jour pour jour, 3 ans après le décès de Grégory Pariante, et a décidé de se consacrer à l'asthme de l'adolescent. Alors, ce jeune homme qui est malheureusement décédé, il n'avait jamais eu d'asthme auparavant? Si, mais c'était un asthme léger et il était surtout allergique. Alors, on a tendance à confondre asthme et allergie, donc il était correctement traité pour son allergie. Disons, sur la fin, les dernières années, entre 12 et 14 ans, moins bien. Et ça, c'est une catastrophe. Et notre combat, c'est d'inciter les adolescents, et on leur parle directement en milieu scolaire et sportif pour les inciter à bien suivre leur traitement, parce que c'est absolument fondamental. Alors vous avez dit quelque chose d'important, c'est que l'asthme peut être déclenché par de l'allergie. Et ça, peut-être qu'on est un peu moins au courant. Tout à fait. L'asthme est déclenché par de l'allergie. On est un peu moins au courant et il faut savoir la prendre en charge. Alors, je laisserai particulièrement Marie-Pascale Schuller, qui est pneumologue à mes côtés, aborder ce point. Alors, Marie-Pascale Schuller, quels sont comment l'asthme arrive, enfin, comment on devient à avoir de l'asthme? Alors, les signes qui doivent faire penser qu'on a une crise d'asthme, qu'on a de l'asthme, c'est une toux persistante, donc une toux en dehors de j'ai le rhume, j'ai la fièvre, j'ai mal à la gorge. C'est une toux sèche ou pas, avec des petits crachats clairs. C'est une toux persistante en dehors d'un contexte infectieux. Ça peut être une toux la nuit, ça peut être une toux à l'effort, c'est-à-dire je fais mon jogging, je suis un peu essoufflée, mais surtout, quand je m'arrête, j'ai des cannes de toux. J'ai des fous rires et je tousse. Le fou rire, c'est un effort et c'est considéré comme un équivalent d'asthme d'effort. Donc la toux, c'est un facteur d'alerte. Une toux persistante, c'est un facteur d'alerte. Les patients disent ils ont une oppression thoracique. Ils mettent les mains sur la poitrine et ils disent j'ai des poids de 5 kg, de 10 kg sur la poitrine. C'est une sensation d'essoufflement anormal par rapport à ce qu'on faisait habituellement ou par rapport aux copains quand on fait du sport. On est plus gêné que d'habitude. Et puis c'est parfois des sifflements dans la poitrine, mais ce sont des signes qui ne sont pas du tout constants, les sifflements dans la poitrine. La toux est sans doute plus révélatrice et cette sensation d'oppression dans la poitrine. Ça, c'est des signes qui sont communs pour tout le monde. Je repasse la parole à Françoise pour la Fondation. Alors justement, pour la Fondation, vous dites, Françoise Ichou, que 3/4 des décès des adolescents pourraient être évités si on faisait plus attention, plus de prévention peut-être, si on incitait peut-être plus les jeunes à consulter plus régulièrement finalement un médecin, tout simplement. Tout à fait. Donc nous nous battons pour qu'il y ait un bon suivi, parce que les adolescents, c'est une tranche d'âge extrêmement à risque. On sait qu'ils sont beaucoup moins observants de leur traitement, tout simplement parce que c'est un âge où ils ressentent moins leur maladie. Donc pour eux, ils ont l'impression d'être moins malades. Ça va mieux. Ça va mieux, alors qu'en fait, leurs bronches sont de plus en plus malades, je dirais. Et donc, ils n'ont plus envie de se traiter, ils en ont marre. Ils se sont traités quand ils étaient petits parce que les parents étaient derrière. Et donc, il y a un relâchement. Et donc, nous nous battons pour bien leur faire comprendre que lorsqu'on prend un traitement adapté, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de très bons traitements, bien pris au bon moment et surtout bien inhalés, parce que ce sont des traitements inhalés, et qu'ils sont bien suivis. Et dedans, nous disons qu'il faut voir un pneumologue 1 fois par an. C'est quelque chose d'essentiel. Voilà, dans cette maladie, au moins 1 fois par an, et quelles que soient les difficultés à obtenir des fois un rendez-vous dans certaines régions de France, c'est un peu moins facile. Et donc, on leur dit qu'avec toutes ces règles, ces 3 règles, ils peuvent mener une vie normale. Et donc, vous dites qu'en France, un adolescent sur 10 est asthmatique, c'est énorme. Tout à fait. Alors, le message, nous le disons sous une forme que comprend très bien l'adolescent. On leur dit carrément, sache que dans une classe de 30, tu n'es pas seul, puisque tu as au moins 2 autres copains asthmatiques.
Et cette forme-là est quelque chose qui les marque. Alors leur dire 10%, ça ne leur parle pas. Vous voyez, leur dire... Donc dans une classe, en fait, il y a deux ou trois adolescents. Il y en a trois, il y en a et trois. au moins trois. Au moins trois. Ça ne fait qu'augmenter. Là, ça ne fait qu'augmenter, en tout cas dans cette tranche d'âge. Oui, et puis il y a, comme l'a rappelé Marie-Pascale Schuller, il y a plusieurs causes à l'asthme, et c'est ça qu'il faut rechercher en fait en consultant un pneumologue au moins une fois par an dès qu'on découvre qu'on a des toux inhabituels. Et alors vous publiez là, vous sortez un film sur YouTube. Vous avez appelé ça La chaise vide. C'est très dur comme titre de film. C'est effectivement très dur, mais on s'est aperçu que l'adolescent est très sensible aux émotions. Donc on a choisi volontairement une vidéo choc où on voit un gamin qui est réellement asthmatique dans la vie, sur un cours de tennis, avoir des difficultés respiratoires que Marie-Pascale vient de nous évoquer, et malheureusement il n'a pas pris son traitement. Donc l'éducateur qui est à ses côtés doit déclarer forfait dans un match qui est assez terrible pour le partenaire qui, lui, voit l'échec de cette partie. Et malheureusement, dans un deuxième temps, on voit dans une classe des gamins qui sont en train de jouer, et puis il en manque un, le fameux petit asthmatique qui n'est plus en vie, et donc le directeur rentre, c'est très très fort, pour annoncer le décès du copain. Et donc on voit celui qui est assis habituellement à côté de lui, en larmes, et regarder la chaise à ses côtés qui restera vide. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Il faut savoir que c'est exactement une histoire vraie, puisque c'est l'histoire de notre Grégory. De votre neveu, si on a bien compris, qui est décédé à 14 ans d'une simple crise d'asthme qu'on n'a pas pu arrêter en fait. Non, parce qu'il a fait ce qu'on appelle une crise d'asthme grave. C'est quelque chose de très particulier, pour lequel on sait aujourd'hui que 3/4 des adolescents qui font ce type de crise d'asthme n'arrivent pas vivants aux urgences. Et donc ça a été malheureusement le cas de Grégory. Son papa a fait quelque chose qui lui est apparu tout à fait normal, c'est de prendre la voiture et de le mettre tout de suite pour foncer aux urgences, plutôt que d'appeler le SAMU, parce qu'on était dans une région où peut-être le SAMU aurait mis plus de temps pour arriver, mais sinon il faut savoir que le réflexe, c'est d'appeler le SAMU, et malheureusement, à quelques minutes, secondes de l'entrée aux urgences, son père l'a vu dans le rétroviseur arrêter de respirer. Et donc, du coup, voilà pourquoi cette fondation, depuis 5 ans, depuis 3 ans, se bat pour travailler et prévenir sur l'asthme. Et voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc, l'adolescent, et c'est vrai que beaucoup, on a sans doute autour de nous des gens qui ont des toux comme ça, où vous avez dit à l'effort, et on ne prête pas forcément attention, et en fait, on devrait. Voilà pourquoi il faut prévenir de plus en plus les jeunes sur tous ces symptômes. Alors Marie-Pascale Schuller, vous êtes pneumologue en libéral, et par téléconsultation, en fait, vous avez décidé, alors est-ce que c'est à cause de l'asthme que vous avez décidé de créer un cabinet de téléconsultation depuis 1 an? Alors je fais un tout petit retour en arrière pour compléter ce que disait Françoise Ichou. Donc l'asthme, c'est une maladie qui est extrêmement variable dans le temps, qui peut commencer dans l'enfance, qui peut s'arrêter à l'adolescence, qui peut reprendre après, et je vais en parler un petit peu plus. La particularité de l'adolescence, donc il y a ce côté, les gamins en ont marre du traitement, avec cette volonté de prise d'indépendance, et ça n'est pas que le cas de l'asthme, c'est aussi le cas dans d'autres maladies chroniques. Ce qu'on commence à découvrir avec l'avancée des neurosciences, c'est que le cerveau de l'adolescent mature différemment, et qu'il arrive bien à se rendre compte de ce qui se passe immédiatement. Donc quand à la Fondation on leur dit il y a un adolescent, il y a 3 adolescents dans une classe, donc il y en a 2 autres comme toi dans la classe qui sont asthmatiques, ça il se rend compte de ce que c'est. Mais il a énormément de mal à anticiper. Quand on lui dit il faut prendre un traitement de fond parce que tu risques de faire une crise grave, le circuit de connexion et de projection à long terme, il n'est pas encore développé, et donc ça ne marche pas. C'est comme quand on lui dit il ne faut pas fumer, tu vas mourir dans 40 ans, ça ne marche pas. Voilà.
Donc c'était une petite précision sur ce sujet très particulier de l'asthme de l'adolescent. Juste encore des précisions médicales. Donc c'est une maladie, je vous ai dit, qui est très variable dans le temps et qu'on commence à connaître de mieux en mieux, à définir de mieux en mieux dans les sous-populations, donc la population infantile, la population adolescente, les populations adultes. Et dans la société savante à laquelle j'appartiens, la Société de pneumologie de langue française, on a développé un groupe femmes spécifique pour les pathologies de la femme en pneumologie. Et ce groupe femmes réfléchit donc en particulier aussi sur l'asthme, et on s'aperçoit que l'asthme chez les femmes n'est pas forcément le même à l'adolescence, puisqu'il y a une influence hormonale. Donc on a un asthme qui peut s'aggraver au moment des règles. C'est peu connu, mais c'est vrai que quand on prend le temps d'interroger les femmes, et les jeunes femmes, elles le disent, l'asthme peut se modifier pendant la grossesse, et surtout, il ne faut pas dire « je suis enceinte, je ne veux pas prendre de médicaments, j'arrête », parce que ce qu'on sait sur l'asthme pendant la grossesse, ce qui est dangereux, c'est les quintes de toux, c'est les crises d'asthme sévères qui vont faire des diminutions d'oxygénation dans le fœtus, et c'est ça qui est dangereux pour le bébé. C'est pas de prendre un médicament inhalé, donc par les bronches, qui aurait un taux de pénétration extrêmement faible. Voilà, donc là c'est une pensée française à laquelle il faut combattre. Tout à fait. Il faut se traiter correctement. Et même si on est enceinte, il faut se traiter correctement. Et l'asthme peut varier. Il peut être bien le premier trimestre, pas bien le deuxième, et puis il vaut mieux le troisième. Voilà, il faut sensibiliser les femmes à ça. Pendant la ménopause, on sait que l'asthme peut aussi se développer, prendre une forme différente. L'asthme est particulièrement sévère également chez les femmes obèses. Donc voilà, il y a toute cette réflexion genrée qui va dans l'air du temps, mais qui est importante. Donc ça, c'était pour la précision de l'asthme. Et avec un traitement bien conduit, on arrive vraiment la majorité du temps à avoir une vie correcte et ne pas être handicapé par cette maladie. Alors, j'ai choisi effectivement de débuter la téléconsultation depuis septembre 2018, donc date de remboursement officiel de la téléconsultation par l'assurance maladie. Ça me paraît important, en particulier chez des asthmatiques, parce que, comme vous le savez, les rendez-vous avec les spécialistes sont difficiles et sont hétérogènes dans les territoires. Ça me paraît important que mes patients ou d'autres patients puissent avoir un accès rapide à une consultation. C'est pas grave si c'est de la téléconsultation, je les vois en face de moi et on peut s'expliquer, et juste par le dialogue, par l'explication des symptômes, on a énormément de choses. C'est vrai que c'est mieux si je pose mon stéthoscope, mais si je le pose pas, je peux quand même faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est un intérêt majeur d'avoir cet accès facile et de dire voilà, il y a ça qui va pas bien, est-ce qu'on peut modifier un peu, est-ce que ça vaut la peine que j'aille voir un vrai docteur physique, est-ce que j'aille aux urgences, ou est-ce qu'on peut modifier, prendre des corticoïdes, tout ça, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors je rappelle que si on veut donc contacter l'association Grégory Parienne pour des problèmes d'asthme, comment fait-on, Françoise Ichaud? Eh bien, on peut déjà se référer à nos sites internet. Donc on en a deux, c'est la page Facebook Grégory Parienne Foundation ou le site internet www.gpfd.fr. Voilà, et donc Marie-Pascale Schuller, si on a un problème pneumologique, dans quelle ville consultez-vous? Je consulte à Montgeron. Voilà, à Montgeron, donc on peut vous contacter pour tout problème, qu'il soit asthmatique ou autre. Merci beaucoup pour cette présentation. On va tout de suite passer la parole. Alors, on reprend tout de suite, on ne fait pas de pause. Christophe Cresp, vous avez créé donc la start-up C1 en 2007. D'ailleurs, maintenant, ce n'est plus une start-up, vous dites même c'est une scale-up. Alors, expliquez-nous, c'est fulgurant, expliquez-nous comment vous avez eu l'idée de créer cette entreprise et comment vous en êtes arrivé à 400 personnes aujourd'hui.
Eh bien, donc, C1, c'est un opérateur télécom qui travaille pour les entreprises. Nous avons créé en fait C1 avec 3 associés en 2007, David et Alexis. On se connaît depuis une vingtaine d'années, on a tous travaillé dans les télécoms. C'est donc on avait ce projet de création d'entreprise en tête. On n'est pas parti à 20 ans pour créer une entreprise, on a attendu plus de temps. Il a fallu qu'on mûrisse du projet, on a travaillé pour des grands groupes. Et donc on s'est dit en 2007, il était temps de saisir notre chance et avec une bonne connaissance du marché des télécoms. Alors on va parler un peu de ce que c'est aujourd'hui les télécoms, mais c'est un marché très moderne. On a lancé l'entreprise avec des ambitions comme tout créateur. Là au départ, vous partez donc de la téléphonie tout simplement. Exactement. Donc nous on a 3 métiers. Effectivement, c'est tout ce qui est outils de communication d'entreprise, donc la téléphonie bien évidemment, la téléphonie mobile et la téléphonie fixe, tous les systèmes de communication, visioconférence, partage de documents. Ensuite, vous avez toutes les parties de connexion des clients, puisqu'aujourd'hui, pour pouvoir communiquer, il faut mettre des solutions maintenant débit. On parle de fibre optique, solutions 4G, 5G. Donc tout ça, ce sont des moyens de connecter l'entreprise. Et puis après, héberger les données de l'entreprise, qui est le troisième moyen. Puisque les entreprises ont beaucoup de données numériques, tout se numérise, et donc d'héberger de manière sécurisée toutes les informations. Et nous, l'idée, c'était en fait, lorsqu'on a créé C1, c'était de proposer toutes ces solutions à tout type d'entreprise, parce qu'en fait, les grands groupes aujourd'hui possèdent beaucoup de technologies, ont beaucoup investi dans le temps pour s'offrir cette technologie. Nous, l'idée, c'est de proposer toutes ces solutions, que l'entreprise soit de 5 personnes jusqu'à plusieurs centaines, milliers de personnes. Donc, ce qui a été déclencheur pour nous, c'était le moment où les technologies en 2007 commençaient à être mûres pour ce genre de solutions. Et surtout, la particularité, c'est qu'on héberge toutes ces solutions dans le cloud. Alors, qu'est-ce que le cloud aujourd'hui? C'est très simple. Aujourd'hui, c'est des solutions où on partage des serveurs pour plusieurs clients. Auparavant, chaque entreprise avait son serveur informatique, achetait ses PC, ses serveurs, sans trop savoir quelle dimension donner. Et donc nous, plutôt que l'entreprise investisse directement dans ces solutions, nous on investit pour les entreprises et on les revend sous forme d'abonnement aux besoins pour les clients. Et on simplifie du coup l'approche pour une PME, puisqu'aujourd'hui une PME, lorsqu'elle se pose la question de ce qu'elle doit acheter, qu'est-ce que je dois investir, nous on dit simplement pour quelques dizaines d'euros par mois par utilisateur, vous pouvez avoir accès à ces technologies très avancées et en fonction de votre évolution, de pouvoir avoir accès aux meilleures technologies possibles. Voilà. Alors, vous avez dit que c'était des technologies abordables pour des petites entreprises et des PME. On peut démarrer un abonnement, comme vous dites, si on est un artisan, par exemple. À combien peut-on démarrer par mois? Aujourd'hui, en fait, sans parler spécialement de prix, aujourd'hui, vous avez des entreprises... En fait, d'abord, C1 a un modèle particulier, c'est qu'on ne vend pas directement nos solutions aux entreprises. Nous avons un réseau de 700 partenaires qui vont travailler en local avec les entreprises, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que l'entreprise est perdue, mais en plus, elle a besoin de conseils. Donc, si vous souhaitez vendre à une entreprise une solution, vous avez 2 solutions. Vous appelez votre opérateur classique, vos fournisseurs classiques, et puis vous essayez de compiler tout ça. Nous, l'idée est de dire, nous avons ce qu'on appelle des intégrateurs, ce sont des techniciens, des entreprises techniques qui sont basées à côté de nos clients et qui vont approcher ces clients et en fonction de leurs besoins, leur proposer et leur solution d'intégration et nos solutions techniques. L'idée étant que l'entreprise n'a plus qu'une seule tête, un seul interlocuteur pour toutes ces problématiques. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. Alors donc, pour créer une entreprise comme vous l'avez fait et arriver maintenant à 400 personnes, quels ont été les défis au niveau management ou au niveau financier? Alors, d'abord, on a créé l'entreprise à 3, effectivement, on a mis toutes nos économies en 2007, on a mis à peu près 20 000 € chacun pour créer C1. Et surtout, c'est qu'on avait beaucoup d'idées, on était très motivés. Pour réussir, il y a beaucoup de facteurs. D'abord, c'est effectivement un travail, il n'y a pas que ça, il y a la capacité à s'entourer des bonnes personnes pour développer son entreprise. Aujourd'hui, on oublie beaucoup, voilà, on compte souvent sur soi quand on crée sa boîte, mais c'est aussi d'être capable de s'appuyer sur des compétences. Donc des gens qui ont du talent. Et donc nous, l'idée dès le départ, c'était, toutes les technologies que nous avons développées, c'était vraiment de faire des bons recrutements, de faire confiance aux gens. Ça, c'est important, de savoir déléguer pour se développer. Et c'est ça aujourd'hui, ce qui va faire la différence, je pense, quand on développe une entreprise, c'est ce qui
reste en start-up ou en petite entreprise et de passer à des caps au-dessus, c'est d'être capable de s'entourer de bons managers, d'avoir beaucoup de confiance, voire avoir des gens qui ont plus de talent que vous sur leur domaine de compétences et de ne pas avoir peur de les agréger pour créer un environnement favorable. Donc finalement, quels sont vos besoins actuellement en 2019 ? Alors, aujourd'hui, C1 a un développement français et international. Donc aujourd'hui, on est déjà implanté en Espagne. On ambitionne, on parlait de l'Europe tout à l'heure, de s'implanter dans une dizaine de pays sur les 3 prochaines années. Et donc, on embauche sur un ensemble de compétences, aussi bien commerciales que développeurs, que techniques, que support. Donc, aussi bien en France que pour peut-être aller dans d'autres pays ? La France à Paris, dans le sud de la France, puisqu'on a des agences un peu partout, en Espagne, effectivement. Chez C1 aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens, il y a beaucoup de promotions internes, hein, des gens qui veulent soit évoluer dans leur job, soit même là, aujourd'hui, on a ouvert une entité sur Montpellier, donc on a proposé à des Parisiens de partir sur Montpellier, ça les intéresse parce qu'ils se disent que leur vie peut aussi changer. La qualité de vie est meilleure. Absolument. Aujourd'hui, on fait une promotion très importante de la qualité de vie de nos salariés. Donc actuellement, on a lancé une communication Pop sur Télécom. Vous verrez, vous tapez sur Internet Pop sur Télécom, où on veut montrer aussi que le travail est important, mais que les salariés doivent se sentir, nos collaborateurs doivent se sentir très bien dans l'entreprise. Et donc, l'innovation n'empêche pas de mettre les gens dans un... Alors, je ne vais pas dire bonheur, mais en tout cas, de les mettre dans la meilleure position possible pour s'amuser au travail, parce qu'aujourd'hui, on est 400 personnes, mais on essaye, à travers une organisation efficace, d'avoir une très forte proximité avec nos collaborateurs pour qu'ils se sentent le mieux possible dans l'entreprise. Alors, si vous avez dit que vos technologies, on ne pouvait pas vous accéder directement, il fallait passer par vos intégrateurs. Qui sont-ils, par exemple, pour nous en Val d'Oise? Il faut s'adresser à quel type de société? On a un ensemble de sociétés. Dans le Val d'Oise, je n'ai pas tous les noms en tête, mais aujourd'hui, d'abord, C1, vous pouvez vous adresser directement à nous. C'est nous qui pouvons guider suivant en fait la taille d'entreprise, la géographie d'entreprise, leur donner l'accès le plus simple possible à nos services. Donc on travaille nous-mêmes avec certaines entreprises, mais plutôt des grands groupes en direct. Mais encore une fois, la PME a toujours besoin de conseils spécifiques pour être adapté, parce qu'on est perdu aujourd'hui bien souvent dans ce qu'on veut acheter. On ne sait pas quel prix il faut dépenser, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc on a, en tapant sur c1.fr, vous avez des formulaires pour vous adresser. Et même pour la partie recrutement, c'est One Jobs aujourd'hui, où lorsque vous voulez candidater pour postuler pour un job C1, on a ce site qui va vous expliquer la philosophie de C1. Voilà, donc 2 sites internet si on veut vous contacter. C1 Job pour toutes les offres d'emploi qu'il y a à pourvoir, ou si on veut venir travailler chez vous, ou bien C1 tout court, voilà, pour toutes les solutions techniques. Alors le défi, votre prochain défi dès la rentrée, c'est d'attaquer des marchés, on a bien compris, européens? Exactement, donc on a déjà commencé il y a 3 ans en Espagne. On est aujourd'hui sur des projets pour la Belgique et l'Allemagne, et l'idée c'est justement, on parlait de l'Europe tout à l'heure, grâce à ce marché européen, cette monnaie unique aujourd'hui, ces règles, parce qu'aujourd'hui pour pouvoir travailler correctement, il faut avoir des règles qui sont stables, on en parle souvent. Grâce à l'Europe aujourd'hui, on a cette capacité de créer des entreprises, des belles ETI aujourd'hui européennes, pas seulement françaises. Il ne faut pas rester focalisé uniquement sur notre marché français, mais cette capacité à aller loin grâce à ce que l'Europe a mis en place. Voilà, et vous, de 2017 à 2019, on peut dire que vous êtes devenu une ETI française. On est fiers, bravo. Et si on veut vous contacter, je rappelle le site c1.fr. Merci à tous pour votre présence en studio ce matin. L'émission s'achève, je vous retrouve dès demain. Très belle journée à vous, profitez-en. À demain.